Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Je vais me présenter comme ça c'est encore le temps aux gens d'arriver. Donc, je suis Mathilde Dignet, je suis députée en Ille-et-Vilaine, sur sud Ille-et-Vilaine, donc Redon, c'est la sous-préfecture. Et donc, moi, j'ai le plaisir d'animer cette conférence qui du coup, porte un sujet qui me porte depuis toujours, puisque je suis fille de paysans et paysanne, et donc je travaillais sur la ferme familiale avant d'être élue, donc en 2022, et donc là réélue en 2024. Donc j'ai aussi le plaisir d'animer cette conférence parce que l'agriculture est au cœur de notre société. Jean-Jacques Rousseau, il disait « L'agriculture est le premier métier de l'homme ». Et comme nous avions l'habitude de le dire avant l'examen de la loi d'orientation agricole sur laquelle j'étais très engagée, eh bien nous, on disait les paysans et les paysannes, ils nous nourrissent et ils protègent le vivant. Et pour moi, c'est deux missions fondamentales. Alors ces 2 dernières années, elles ont été riches en lutte sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde agricole s'est aussi fortement mobilisé dans la rue début d'année 2024, mais en réalité, parce que ça a été pas mal médiatisé, mais en réalité ça date depuis c'était pas nouveau quoi. Et ce matin, donc, on va revenir sur ces différentes mobilisations qui ont précédé la loi agricole du printemps, et on va évoquer ensuite les futures mobilisations qui vont très probablement se produire cette année, parce que c'est pas terminé. En fait, les réponses n'ont pas été données aux mobilisations qui ont eu lieu. Et je dis ça aussi, qu'il va très probablement y avoir d'autres mobilisations, puisque il faut savoir qu'il va y avoir les élections chambres d'agriculture qui vont avoir lieu début 2025. Et surtout, donc ce que je disais, les problématiques qui ont été évoquées début d'année, lors des manifestations, elles sont loin d'être résolues. Alors, vu de loin, on a l'impression que c'est d'être enfermé dans un cycle infernal. C'est-à-dire que les prix payés aux agriculteurs et agricultrices sont trop bas. Donc, il y a des grosses manifestations paysannes. Le gouvernement, il fait une loi qui ne répond pas, qui ne change rien. Et donc, derrière, on a des fermes qui disparaissent. Bon, c'est un espèce de cercle vicieux qui semble en effet être aussi immuable que le cycle des saisons automne, hiver, printemps. Si on regarde de loin, ça donne cette impression. Mais en fait, vu de près, eh bien, c'est justement comme le cycle des saisons avec le changement climatique. En fait, on verra les effets dans le monde agricole qui sont dévastateurs. Alors quand je dis immuable, en fait, ça va peut-être faire sursauter mon voisin, mon premier invité qui, lui, est historien, Jean-Philippe Martin, auteur bien connu pour toutes celles et ceux qui comme moi, s'intéressent à la gauche paysanne. Jean-Philippe, ta tâche sera de nous éclairer sur les principales évolutions des mobilisations, sur le monde paysan, entre peut-être les années 60 et aujourd'hui, d'avoir un point de vue là-dessus. Et puis, j'ai aussi tenu à inviter Benjamin Frézel, qui est paysan installé pas loin de chez moi, donc dans le Morbihan, et qui expérimente collectivement justement les alternatives à l'agrobusiness. Et Benjamin, donc tu reviendras sur les défis actuels du monde paysan et en premier lieu celui du renouvellement des générations en agriculture, sans lequel tous nos vœux resteront pieux. Pour ma part, je voudrais donc revenir sur les 12 derniers mois qu'on a pu vivre, qui ont été plutôt riches en rebondissements politiques, mais pas que. Les agriculteurs sont dans une situation professionnelle qui est délicate. Leur secteur d'activité, c'est l'un des plus dérégulés économiquement, tout en étant fortement encadré par les politiques publiques. J'entends par là qu'en agriculture, il n'y a pas de marché public, il n'y a pas de prix garanti, pas de SMIC pour les agriculteurs et les agricultrices, et il y a de moins en moins de barrières douanières et tarifaires aux frontières. Alors, si vous choisissez ce métier, en fait, le seul filet de sécurité économique, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui est calculée en fonction
des surfaces cultivées et donc qui est complètement inégalitaire. Parce que ça veut dire que plus vous avez d'hectares, plus vous avez de PAC, et donc inversement. Parallèlement, il y a un certain nombre de lois et de normes qui encadrent notre secteur agricole, notre secteur d'activité, et ça c'est bien normal, vu l'impact sur l'environnement, vu l'impact que l'agriculture a sur l'environnement. Alors moi, du coup, j'aime pas dire ça parce que je me sens un peu blessée venant du milieu agricole, je me sens un peu blessée dans ma fierté en disant que oui, l'agriculture en fait a un impact sur l'environnement. Elle est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et elle a un impact sur la qualité de l'eau que nous buvons. Bon alors après, c'est une certaine agriculture aussi, mais n'empêche que je voulais... En tant que fille de paysan, quand on nous dit ça, forcément, on est tout de suite un peu blessé en disant « Ah ouais, en fait, on fait aussi partie des responsables. » quoi. Mais l'agriculture, elle est aussi impactée de plein fouet par les nouvelles épidémies qui arrivent, qui sont du coup imposées aussi par le changement climatique. À l'automne dernier, il s'est passé deux choses. Comme dans chaque mouvement social, il fallait... pour moteur des mobilisations, il fallait que pour le moteur fonctionne, du carburant et une étincelle. Alors moi, je pense que le carburant, c'était l'effet de l'inflation sur la situation économique immédiate des agriculteurs et des agricultrices et sur les consommateurs. En gros, Total a augmenté les prix du gasoil pour mettre dans les tracteurs et Lactalis n'a pas suffisamment augmenté le prix du lait payé aux producteurs, tout en augmentant le prix aux consommateurs. Donc, il en résulte nécessairement une crise de surproduction par rapport à la demande et donc une crise de revenus. Il faut savoir que le prix du lait en France, il évolue de manière très volatile pour une grande partie des producteurs et encore plus depuis la fin des quotas laitiers. Jusqu'en 2015, il y avait des quotas laitiers. Donc, chaque ferme qui produisait de lait avait un quota qui ne pouvait pas dépasser. Donc, ça régulait à peu près la production. Et en 2015, on a supprimé les quotas, qui fait que du coup, on a ouvert totalement le marché à la production. Et donc là, on est dans quelque chose de totalement volatile. Mais il n'y a pas que les éleveurs laitiers qui ont été impactés. Il y a aussi les importations d'Ukraine qui étaient exemptées de droits de douane et qui ont tiré les prix vers le bas. Alors ça concerne la volaille, les œufs, le sucre, le maïs ou encore le miel. Et je pense également que la forte crise du pouvoir d'achat a pénalisé tous les agriculteurs et les agricultrices qui cherchaient à faire du bio ou à faire de la qualité. J'attends. Bonjour tout le monde et bienvenue aux Amphi. Donc là, on a le carburant. Et l'étincelle, eh bien, il y a la crise viticole qui a été dans le... Mais il y a aussi une maladie qui a touché les éleveurs du sud-ouest. C'est la maladie hémorragique épizootique, la MHE. Et ça a provoqué en fait dans les élevages bovins une désorganisation de la filière. Et malheureusement, eh bien, les maladies, elles sont aujourd'hui une carte majeure dans le poker diplomatique et économique et commercial, parce que si je parle comme ça, vous m'entendez toujours ou... Bon, c'est bon. Ouais, donc je disais que en fait les maladies que peuvent traverser les éleveurs, elles sont aujourd'hui en fait une carte majeure dans le poker diplomatique et commercial parce qu'en fait on exporte une partie non négligeable des animaux que nous produisons en France. Donc en fait si les pays vont pas accepter de recevoir des animaux qui sont malades, donc ils vont jouer, dans les négociations, ils vont jouer avec ça. Et donc, suite à tout ça, quand on a notre carburant et notre étincelle, la suite, vous la connaissez, c'est les blocages des routes, les manifestations devant les préfectures et le grand final au Salon de l'Agriculture qui est diffusé en direct sur BFM TV avec Macron qui est complètement traqué dans les couloirs du Salon de l'Agriculture. Et voilà, chose que moi, j'ai jamais vue, ça faisait
une dizaine d'années que j'allais au salon de l'agriculture, jamais un président de la République n'avait été à ce point-là traqué par les agriculteurs, les agricultrices dans les allées du salon, quoi. Et donc de toutes ces mobilisations, bien en fait, on peut quand même en retenir plusieurs choses. Bernard Lambert au Larzac, donc peut-être tu en parleras un peu, mais de Bernard Lambert, mais il disait « Plus jamais les paysans ne seront des Versaillais ». En d'autres termes, les paysans ne veulent pas baisser la tête devant le maître du château. Lors de cette mobilisation, les agriculteurs, dans leur diversité, ont su montrer la capacité du monde agricole à se mobiliser et à pointer les problèmes qui les accablent. On l'a très bien vu, quand la FNSEA, qui est reçue en grande pompe par Gabriel Attal, pointe d'obscures normes environnementales qui ne concernent que 0,1% des paysans, ceux qui étaient sur les ronds-points, eh bien, eux, ils parlaient du problème de prix, de revenus, de reconnaissance du métier, des conditions de travail et de l'isolement. Ensuite, il y a un écart énorme entre les propositions classiques des propositions classiques d'une partie de la gauche paysanne et les enjeux réels de la profession agricole. Alors, Jean-Philippe pourra nous en dire davantage, probablement sur l'histoire de cet éloignement entre... Mais moi, en tant que députée, j'ai le devoir de m'intéresser à toutes les sortes d'agriculture. Filière courte, filière longue, produits d'appellation et produits distributeurs, bio ou pas. La gauche paysanne, elle veut plus de bio et des circuits courts, pour faire court, quoi. Mais quand, sur certains territoires, on produit des millions de tonnes de blé ou de lait, eh bien, on ne peut pas seulement avancer les circuits courts comme une solution. Il nous faut des propositions qui soient nationales, des plans de filière, des outils de régulation économique. Et enfin, ce que je retiendrai du mouvement agricole, eh bien, je crois que et je pense que c'est le plus important, c'est la victoire idéologique de la gauche antilibérale et du syndicalisme paysan de gauche, quand Macron a évoqué les prix planchers lors de son discours au Salon de l'agriculture. Quand vous parlez économie avec des gens de droite et que vous lisez les journaux ou que vous regardez leur télévision, ils s'efforcent de nous expliquer depuis à peu près 35 ans qu'il n'y a pas d'alternative et à un système économique dérégulé et mondialisé. Et toute proposition inverse, eh bien, ce serait le retour de l'économie soviétique. On l'a bien vu, on parlait des prix planchers. Voilà, ils nous ont dit que c'était des mesures soviétiques, le ministre de l'Agriculture, entre autres, quoi. Eh bien, malheureusement, pour une partie du monde agricole, c'est pareil. Mais alors, il y a quand même une partie de la gauche qui épousait ces thèses. Nous sommes une poignée d'irréductibles militants et militantes à avoir continué, à avoir fait avancer l'idée qu'il fallait réguler l'économie agricole. La Confédération paysanne a avancé ces dernières années la proposition des prix minimums d'entrée. Donc c'est un prix qui est un prix en dessous duquel un produit agricole ne pourrait pas rentrer sur le territoire national, ce qui limiterait pour nos agriculteurs et agricultrices la concurrence déloyale des produits agricoles importés à prix réduit. Le groupe communiste à l'Assemblée avait proposé en 2012 un système de régulation des prix basé sur des coefficients multiplicateurs, et avec mes collègues qui s'occupent de l'agriculture dans le groupe parlementaire, donc à la France Insoumise, avec Aurélie Trouvé, Manon Meunier qui est là, Loïc Prudhomme, eh bien, nous avons porté avec insistance la mise en place de prix minimum rémunérateurs. Donc en gros, les industriels doivent payer un prix minimum aux producteurs pour garantir à la fois le coût de production et un revenu digne. Et j'insiste un peu lourdement sur ce combat, mais il faut comprendre que c'est central. Parce que sans prix plancher, eh bien, il n'y a pas de revenus. Et sans revenus, il n'y a pas de paysans. Et là, c'est l'agrobusiness qui s'engouffre là-dedans, et c'est lui qui fera sa loi et qui sera roi.
Alors nos propositions de planifier la transition écologique, elles ne peuvent pas non plus être entendues par le monde agricole si elles ne reposent pas sur une perspective rémunératrice pour les travailleurs de la terre. Donc quand Macron a lâché qu'il fallait expérimenter les prix planchers en janvier, eh bien, je me suis dit, bon, c'est bien, on avance. Mais quand même, je me fais pas trop d'illusions parce que c'est quand même un spécialiste pour lâcher des bombes dans des discussions et puis ensuite ne rien faire. C'est un homme qui quand même vit que pour sa parole et ne fait rien. Donc on verra d'ailleurs ce qu'il va faire dans les prochains jours. Hein. Donc en fait, il s'est rien passé. Et il y a eu, du coup, il s'est rien passé derrière, mais quand même, on voit qu'on a eu une victoire idéologique, et ça, il faut pas la repousser. Et il faut pas la repousser, et surtout, il faut continuer de pousser en disant, bah, Macron a parlé des prix planchers, où ils sont, quoi. Après cet épisode, donc, il y a eu la loi d'orientation agricole, la loi agricole du printemps, et je vais pas aller trop dans les détails, mais donc c'est une loi qui a été adoptée juste avant les européennes. Elle était censée répondre aux enjeux majeurs que traverse l'agriculture, mais il n'en est rien. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Macronie a tout fait pour empêcher de faire passer le moindre amendement qui venait de nos rangs. Ils ont été jusqu'à recopier à la marge certains de nos amendements qui avaient été déposés par les Républicains. Je pense notamment à ceux sur la place des femmes en agriculture. Là, Manon est là, elle sait de quoi je parle, puisque en commission des affaires économiques où on a examiné le texte, tous les amendements sur la place des femmes en agriculture avaient été rejetés. Même une collègue des Républicains avait dit « Mais moi, je ne comprends pas, il n'y a pas de problème, mais je connais des agricultrices, jamais, oui, elle parle vraiment comme ça. » Hein? Il n'y a pas de problème en agriculture, voilà. Et donc, en séance, pour les agricultrices, et en séance, tiens donc, elle dépose un amendement sur la place des femmes. Donc après, tous nos amendements étaient justifiés par « Non, il y a l'amendement Genevard, donc c'est bon, on n'a plus besoin de parler de la place des femmes en agriculture. » Et donc, en fait, tout ça, c'était simplement parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'on obtienne quelques victoires, sauf qu'on en a eu quelques-unes voilà, sur des amendements parce qu'ils dormaient et ils n'ont pas voté. Voilà. Au-delà de ça, il y a... Il y a la question des amendements qu'on avait faits, mais il y a, de manière générale, il n'y a aucun sujet sérieux qui a été traité. Rien sur la souveraineté alimentaire des territoires d'outre-mer, qui importe beaucoup. Rien sur l'environnement, rien sur les prix et la grande distribution. Pour l'instant, cette loi, elle s'est perdue dans la navette parlementaire à cause de la dissolution. Donc la loi, pour l'instant, elle n'a pas été étudiée au Sénat. Et pour nous, députés, c'est très agaçant de voir un gouvernement qui fait des faux projets de loi pour occuper les médias, pour occuper les syndicats, mais qui ne tente rien pour trouver des vraies solutions. C'est assez usant de voir qu'on passe du temps à consulter, à auditionner, à faire des rapports avec nos attachés parlementaires pour qu'au final, on discute dans le vent avec un ministre qui, lui, obéit simplement au texto de l'Élysée. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je me dépêche parce que je suis en train de causer longtemps, en fait. Donc, moi, je parle en tant que mouvement politique et en tant que représentant de la nation, parce que je ne veux pas empiéter sur l'action syndicale et associative. Déjà, nous avons une bataille à continuer sur les prix planchers. Continuer à convaincre les consommateurs, les paysans, les paysannes que c'est dans leur intérêt. Et nous, parlementaires, nous devons faire progresser cette proposition de loi qui a déjà passé un obstacle au Parlement ce printemps, notamment via la niche des écologistes. Et il y a aussi d'autres manières d'agir sur le prix en dehors de la loi.
Certaines collectivités, elles commencent à faire des tests autour d'une sécurité sociale de l'alimentation, d'un chèque alimentaire local. Et donc, en fait, c'est des citoyens qui reçoivent un montant mensuel dont la dépense est fléchée vers des producteurs, souvent bio. Et du coup, ça permet aux producteurs d'avoir des prix rémunérateurs. Mais si ce genre d'initiative se déploie, eh bien, nous pouvons espérer que ça se généralise. Mais ce ne sera pas facile, évidemment. Donc là, si ça vous intéresse, moi, je vous invite justement à aller cet après-midi à la conférence sur le sujet, donc sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui sera animée par Manon Meunier. À quelle heure ? À 13h30. Pauline Léon, juste là, voilà. Comme ça, vous pourrez continuer à développer ce sujet. Mais bien sûr, il y a d'autres pistes. Il y a l'action politique que vous pouvez mener, vous, en tant que militants et militantes. Et ça, c'est la responsabilité des groupes d'action de la France Insoumise, de se saisir de ce sujet, de le faire connaître. Et nous, députés, nous avons la capacité de nous déplacer, de visiter des fermes pour mettre un coup de projecteur sur des projets, sur des initiatives locales, sur des projets que vous pourriez porter et vouloir mettre en lumière comme la sécurité sociale alimentaire. Je dirais donc, d'un point de vue stratégique, que ça permet de sortir de la seule revendication des cantines bio, de parler de la sécurité sociale alimentaire. Voilà, ça permet d'ouvrir aussi le champ des possibilités. Et pour aller plus loin et surtout trouver des alliés et élargir justement les intérêts et élargir les intérêts et les parties prenantes. En fait, on doit sortir... on doit essayer de mettre en lien les paysans, les paysannes, les élus, les syndicats d'ouvriers, les associations des quartiers populaires, parce que ces sujets ils concernent tout le monde. Tout le monde mange. Donc en fait, on doit pouvoir réussir à mettre un maximum de gens autour de la table. Il ne jamais oublier que l'agrobusiness se combat tant que la lutte politique et économique, tant par la lutte politique et économique que par les lois, que par le lien au quotidien avec les citoyens, les citoyennes et les producteurs, les productrices. Et que 50% de la population, elle est soit ouvrière et soit employée. Elle n'a pas de diplôme après le bac. Et leur centre d'intérêt, ce n'est pas de regarder des documentaires forcément sur les pesticides ou sur la condition animale, mais bien de savoir comment est-ce qu'ils vont bien se nourrir, quoi. Et politiquement, il y a un autre combat à mener, ce sont les régions. C'est sur les régions, parce que ce sont les régions qui délivrent une grosse partie des aides à l'installation agricole et à la transition écologique des exploitations. Donc si la France Insoumise prend les commandes d'une région, eh bien, ça veut dire, par exemple, qu'on pourra réorienter les subventions touchées vers le toujours plus de machines, qu'on pourra... mettre l'argent sur des productions peu gourmandes en eau, soutenir l'emploi agricole, favoriser les projets collectifs, accompagner autrement les plans prévisionnels économiques des jeunes qui s'installent. Il y a aussi les municipales et par extension les intercommunalités. Et je voudrais insister sur les plans alimentaires territoriaux. Ce sont les outils institutionnels qui peuvent faciliter la commande publique. Et on peut aussi créer des groupements d'intérêt entre producteurs, pour développer des productions. Enfin voilà, en gros, il faut réussir aussi à s'engager en politique au niveau des régions, des municipalités, parce que c'est aussi par là qu'on peut avoir un poids pour aider les producteurs et les productrices. Et je terminerai par dire que il n'y a pas d'action magique qui réglera la question des prix et de l'installation agricole. Ce sont les actions à différentes échelles, même non coordonnées, qui produiront du sens global après, quand on se retournera. Et nous aurons des obstacles, ça c'est clair. Et pour venir de Bretagne, je peux vous dire que on a quand même un gros poids de l'agrobusiness en Bretagne.
Donc oui, on a des adversaires, on aura des obstacles qui seront syndicaux, mais aussi climatiques et agro-industriels. Nous aurons des divergences, ça c'est sûr. Peut-être que Jean-Philippe en parlera, des divergences qu'il y a pu avoir dans le milieu syndical. Mais ce qu'il faut bien... mais il faut bien se dire qu'il faut tenir bon. Il faudra tenir bon, se rappeler de nos objectifs, se rappeler que chaque paysanne installée, de chaque paysan et paysanne installé, que chaque amendement sur les retraites agricoles, que chaque centime grappillé à la grande distribution, chaque petite avancée, ce sera des victoires et il faudra toujours se rappeler de ça parce que c'est ce qui nous fera tenir bon et c'est ce qui fera aussi tenir bon le monde agricole. Voilà, je vous remercie. J'ai parlé trop longtemps et je passe la parole à Jean-Philippe. Bonjour, ça y est, vous m'entendez. Merci à Mathilde pour son invitation. Merci au dialogue que nous aurons tout à l'heure avec Benjamin. Juste avant de commencer mon exposé, moi je suis historien, j'ai travaillé sur la Confédération paysanne, là j'ai produit quelques articles et bouquins. Pour rebondir sur la question du revenu, une formule d'un paysan breton qui doit avoir, je crois qu'il est encore vivant, il doit avoir 100 ans et quelques, c'est André Pochon. La formule c'est le cochon qu'il faut mettre sur la paille, pas l'éleveur. Voilà, donc d'où l'importance du revenu et il faut s'en souvenir dans les batailles que vous aurez à mener, syndicalistes et députés. Voilà. Alors je vais essayer de faire un petit tableau syndical un peu rapide. Dans un contexte, effectivement, Mathilde l'a rappelé, à 1 an des élections professionnelles, aucun syndicat ne pouvait ignorer le mécontentement et la mobilisation dont elle a retracé les causes et qui étaient différentes. C'était des causes multifactorielles. Moi, je viens du Languedoc et effectivement, la crise viticole est importante, la surproduction. Dans le Bordelais, effectivement, il y a des dizaines de milliers d'hectares qui veulent, enfin 10 000 hectares qui veulent arracher peut-être 20 000. Bon, d'où un mécontentement. Et ça, sur un paysage syndical, sur fond de diminution très importante du nombre d'agriculteurs ou de paysans, et donc d'une certaine crise d'identité, on va utiliser cette expression, je ne sais pas comment dire, voilà. Le paysage syndical, vous le savez, il est dominé par la FNSEA, qui obtient à peu près la moitié des voix aux élections aux chambres d'agriculteurs avec les jeunes agriculteurs, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et jeunes agriculteurs alliés dans ce qui constitue ce qu'ils appellent le syndicalisme majoritaire. Et ils ont même tendance à penser qu'ils sont les seuls syndicats, les autres seraient des groupes politiques. D'ailleurs, il faut se rappeler sous Jacques Chirac, avant 1981, la gauche paysanne n'était jamais rencontrée par les ministres au niveau national. Bien. FNSEA, qui s'effrite cependant, malgré elle a montré de grandes capacités de récupération du mouvement là, mais qui s'effrite, et cet effritement de son influence se sent, moi j'aperçois sous deux angles. Le premier angle, le nombre de votants aux élections aux chambres d'agriculture a tendance à diminuer, il était en dessous de 50%, me semble-t-il, où il flirtait avec les 50% la dernière fois, c'était il y a bientôt 6 ans. Et deuxième chose, dans les mobilisations, elle a du mal à être à l'initiative. Elle a fait des choses, mais en 2008, par exemple, il y a déjà eu un mouvement, et ce n'était pas elle qui était à l'initiative, une grève du lait. Ils avaient répandu du lait devant le Mont-Saint-Michel, et c'est une association indépendante, les associations des producteurs de lait indépendants, c'est ça, Appli, née dans l'Aveyron, mais qui s'était développée dans l'Ouest, qui avait mené la bagarre. Là, dans le sud-ouest, ce n'est pas la FNSEA qui est à l'origine, d'accord ? C'est des groupes d'agriculteurs. La coordination, deuxième syndicat, non pas pour son importance politique, mais du point de vue de son influence aux élections aux chambres d'agriculture, qui est un syndicat qu'on classe à l'extrême droite, mais où tous les gens, curieusement, ne sont pas forcément à l'extrême droite, et dont le dirigeant est une dirigeante, avant que ce soit le cas à la Confédération paysanne, quand même. Donc la coordination rurale a tiré les marrons du feu et très vite la FNSEA s'est imposée.
Et pourtant, cette FNSEA qui dit qu'elle est la seule, qu'elle est la plus puissante, qu'il y a qu'elle qu'il faut écouter, qu'on écoute d'ailleurs souvent les pouvoirs publics en priorité, en premier, etc. Cette FNSEA, elle est travaillée par des tensions internes qui peuvent déboucher sur des scissions. Et c'est moi, donc, mon rôle finalement, c'est de revenir un peu sur le passé, sur les combats du passé, et d'essayer de voir en quoi ils peuvent éclairer ou donner des motifs d'espoir pour demain, pour aujourd'hui aussi, pardon, pour aujourd'hui et pour demain. D'accord. Donc des tensions internes qui sont révélatrices de différences entre les céréaliers, pour faire bref, les betteraviers et les éleveurs. Et ces tensions internes, elles peuvent déboucher sur des gens qui se retirent sur la pointe des pieds. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelait Michel Tessédou dans les années 90, qui était du Cantal et qui est parti petit à petit de la FNSEA. Ils avaient même fait une tribune dans Le Monde à 4, il y avait Tessédou et 3 autres, qui critiquaient, mais sans oser rompre avec la FNSEA. Il y en a un autre, c'est dans le Gard, il est parti, c'était le seul bio à l'époque, dans les années 90-2000, au début, et c'était le seul bio. Alors il a créé un vin qui s'appelle le Marginal. Alors il prétend que c'est parce qu'il était marginal dans la FNSEA là qu'il a créé cette cuvée, je ne sais pas. Bon, c'était Dominique Chaper, si je ne me trompe pas. Et puis, certaines de ces tensions débouchent sur des scissions. Alors, il y a eu la Fédération française de l'agriculture en 69, qui était vraiment très conservatrice, et qui, puis plus tard, puis bien avant, le MODEF, puisqu'il y a une tradition communiste dans un certain nombre de régions. Je rappelais tout à l'heure à mes interlocuteurs que La Terre, journal du PC, était diffusé à plus de 100 000 ou 200 000 ou 300 000 exemplaires dans les années 1950. Bon, on imagine que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je crois que le canard du MODEF s'appelle l'exploitant familial. Alors, il y a eu le MODEF, il y a eu la Fédération française de l'agriculture, puis il y a eu ce qu'on a appelé les gauches paysannes qui ont réussi, c'est une tradition à gauche, à se diviser en plusieurs branches dans les années 70. Première branche, les paysans travailleurs qui allaient devenir les travailleurs paysans avec Bernard Lambert. Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais, jamais plus ils ne se soulèveront contre les travailleurs, contre les ouvriers, etc. Bon, c'est le discours du Larzac de 73. Je rappelle que c'est Bernard Lambert qui pousse un peu les paysans travailleurs à soutenir les paysans du Larzac et qui pousse aussi les paysans du Larzac à dire qu'il faut faire un rassemblement le jour où on vous menace d'expropriation. Bon, c'était une petite parenthèse. Et rappelons d'ailleurs que ces paysans du Larzac, sous l'influence des paysans travailleurs, de Bernard Lambert, un des ancêtres de la Confédération paysanne, eh bien, ils allaient soutenir les LIP, dont nous avons fêté l'an dernier les 50 ans de la lutte à Besançon. Il y a une délégation des paysans travailleurs à Besançon au moment de la grande marche de soutien. Et il y a une délégation des travailleurs de l'IP avec Piaget, qui vient soutenir les paysans du Larzac à l'été 1973, en août 1973. Mathilde n'était pas née, je pense. Mais elle connaît, bien sûr. Mais ça nous donne une piste sur la façon dont il faut mener les combats. Elle l'a dit, éviter les corporatismes. Bon, l'historien est parfois un peu citoyen aussi. Donc, voilà pour ceci. Et donc, ce courant paysan-travailleur va se réconcilier dans les années 80 avec des socialistes, on va dire, plus modérés. Bon, enfin, c'est pas seulement les socialistes. Bon, la gauche paysanne se réunifie en 87 dans la Confédération paysanne. 1987. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette Confédération paysanne? C'est qu'elle essaie... D'abord, ce n'est pas que des néo-ruraux, contrairement à une idée reçue. Ce n'est pas des néo-ruraux du Larzac. Non, c'est des gens formés par le MRJC. Je me retourne encore vers elle parce qu'elle m'a fait cette confidence. C'est des cathos de gauche, comme on dit, parfois de manière un peu moqueuse. Mais il ne faut pas s'en moquer. C'est donc le MRJC, les anciens de la JACF et de la JAC, qui s'allient d'une certaine manière avec des gens du Midi. Comme je suis de l'Hérault, il y avait un cow-boy un peu Jean Huillet qui avait la boucle d'oreille, des bottes mexicaines et qui n'hésitait pas à vider des canons de pinard italiens pour défendre le revenu des vignerons français. Voilà, c'est des méthodes un peu plus musclées que dans l'Ouest à l'époque. Donc, ils vont créer la Confédération paysanne et leur idée,
toujours, on est toujours, Lambert avait écrit Les paysans dans la lutte des classes en 1970. On est toujours l'idée de, ça voulait dire qu'il fallait s'allier avec les ouvriers, les employés, les enseignants, etc. Pour créer des alliances permettant de vaincre. Donc il y a toujours cette idée. On s'allie avec d'autres, on refuse le corporatisme dans la Confédération paysanne, on défend un volet social, on défend en priorité les petits et les moyens exploitants, pas seulement ceux qui sont en bio, mais aussi ceux qui sont coincés pour plein de raisons et qui n'ont pas pu faire la transition rendue d'autant plus difficile. Parce que, comme l'a dit Mathilde, comme le signalera peut-être notre ami tout à l'heure, la politique agricole commune favorise quand même dans son, je ne sais plus quel pilier, il y en a deux, favorise quand même les grandes exploitations traditionnelles, conservatrices et de l'agrobusiness. D'accord, il faut le souvenir, s'en rappeler. Et que les gens j'en parle dans un truc qui s'appelle des paysans écologistes, sont d'autant plus courageux que c'est quand même une période d'incertitude et que c'est difficile et qu'ils bénéficient de moins d'aides. Et c'était en 2023, les aides pour le bio avaient été, non, de 2022 et de 2021, certaines n'avaient pas été versées en 2023, si je m'en souviens bien. Donc, vous voyez, alliance avec d'autres couches sociales, et puis aussi avec les syndicats ouvriers, et aussi écologie, défense des petits et des moyens, et aussi défense de l'environnement, c'est-à-dire essayer d'avoir les deux fils à la fois, ce qui est extrêmement difficile. Deux fils, premier fil, on défend en priorité les petits et moyens exploitants, et deuxième fil, on essaie de maintenir un environnement de qualité, ce qui amène par exemple la Confédération paysanne de Gironde à soutenir, à dire non, l'émission complément d'enquête qui s'est tenue, je ne sais plus en quelle année c'était, qui critiquait l'arrosage de pesticides, etc., à proximité des écoles, etc., et qui critiquait cela, eh ben non, il fallait le faire, il faut en parler de ces questions-là et trouver des solutions pour que les gens diminuent ou voire se passent des pesticides, etc. Donc il y a ces deux volets, je crois que c'est les deux choses qui sont très importantes dans la Confédération paysanne, avec, j'essaie de prendre quelques fils, peut-être je ne suis pas trop long, non. Autre chose, c'est comment lutter. J'étais tout à l'heure avec le copain de Benjamin qui a parlé de la ZAD, mais moi je suis historien, donc je vais vous parler du Larzac, je vais vous parler d'autres luttes. Bien sûr, on s'appuie sur les députés, sur les élus, bien sûr, on s'appuie sur les syndicats, mais Bernard Lambert a aussi mené des luttes en défense des éleveurs intégrés, je crois que c'est comme ça qu'on disait, en s'appuyant sur les armes de la justice. Et en s'appuyant sur des avocats. Sur le Larzac aussi, ils ont réussi à gagner du temps, et donc du territoire, si j'ose dire, pour reprendre une formule qui doit être léninienne, si je ne me trompe pas. Donc, gagner du temps et du territoire par rapport à l'armée en utilisant les armes de la justice, en créant des groupements fonciers agricoles, etc. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est peut-être plus un peu... Voilà, donc, la justice peut être utilisée, ce n'est pas seulement une arme de la bourgeoisie, elle peut être utilisée dans certains combats, et je crois que, par exemple, c'était il y a une dizaine d'années contre l'intégrateur Doux. Il y avait eu des combats de la Confédération paysanne avec des avocats, et je crois que vous aviez obtenu gain de cause, mais je m'en souviens plus bien. Alors, je vais essayer de conclure peut-être avec je disais que la crise, là je vais dépasser le côté historien, la crise, me semble-t-il, elle est suspendue, elle est en suspens, elle n'est pas résolue. Et je vois quatre problèmes. Premier problème, la question du revenu. Il y a quasi que dalle, sauf si ils ont lâché un petit peu d'argent pour les viticulteurs, 200 millions je crois, et pour les éleveurs touchés par la maladie bovine, dont je ne me rappelle pas. Voilà, il me semble qu'ils ont lâché un petit peu de sous là. C'est un acquis, il faut jamais négliger les acquis, disait quelqu'un qui s'appelait Lénine, je crois. Deuxième chose, c'est la question de l'installation. Qui n'est absolument pas résolue, installation qui devient très difficile. Amélie Poinceau, qui est journaliste à Mediapart, a écrit un bouquin là-dessus. Terre de Liens essaie de mener des actions, mais par exemple dans le Nord ou dans l'Aisne, je ne sais pas s'il faut dire Aisne ou Aisne, les exploitations sont devenues, disent-ils, quasi intransmissibles parce que ça coûte un fric fou.
Troisième question, c'est la question de l'environnement, des intrants, effectivement, qui n'est pas résolue. Alors, ça ne va peut-être pas se poser tout de suite, hein, puisque la FNSEA va mettre le mouchoir là-dessus. Mais il me semble que ça va rebondir d'ici, peut-être pas cette année, mais d'ici un certain temps. Et je dirais, il y a quelque chose qui est assez rigolo, et je vais peut-être finir là-dessus. Il y a la question de la PAC et des inégalités, mais peut-être toi, tu vas le développer, qui n'est pas résolu. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'on a vu beaucoup d'agriculteurs et que les médias, etc., ne nous ont pas beaucoup présenté d'agricultrices. Voilà. Et j'en resterai là. Merci Jean-Philippe. Je vais laisser la parole à Benjamin Frézel, qui, du coup, en tant que paysan, va nous témoigner un peu tu vas témoigner de ton activité et puis du coup faire le lien avec l'installation dont parlait Jean-Philippe tout de suite et puis un peu ce que tu as à en dire de tout ça. Merci beaucoup. Donc exactement, moi ce que je me proposais de faire aujourd'hui, c'était effectivement d'apporter plutôt un propos sous forme de témoignage d'une activité du coup récente et des conclusions là qu'on en tire au bout de quelques années. Donc je m'appelle Benjamin, je suis agriculteur dans le Morbihan, en Bretagne, pas très très loin de chez Mathilde, mais on n'est pas dans le même département, c'est pas la circonscription. Donc moi je me suis installé en 2019 sur une ferme qui était historiquement une ferme laitière qui produisait du lait de vache pour Sodial, donc une grosse coopérative qui collecte du lait de vache notamment. Et on s'est amusé à transformer la ferme vers un système très diversifié en filière courte, en circuit court, avec ça c'est entre guillemets c'est anecdotique mais je l'évoque quand même, avec une grosse entrée, une grosse réflexion sur la place de l'élevage au sein de la ferme et l'équilibre entre la place des productions végétales destinées à l'alimentation humaine et le rôle de l'élevage par rapport à ces productions végétales. Et en fait, pour faire simple, notre objectif sur la ferme, c'est de produire en priorité des productions végétales pour nourrir les humains et élever des animaux avec les ressources, on va dire, dont on dispose sur la ferme, mais que les humains ne peuvent pas valoriser. Donc, alors la ferme s'appelle la ferme de Trévreau. Voilà, on est assez visible sur Internet, vous pourrez les voir. Aujourd'hui, on est 8 personnes à travailler sur la ferme, avec la particularité qu'on est 2 associés et on a 6 collègues qui sont salariés en CDI à plein temps. Donc moi, je suis un des 2 associés. Voilà, et donc on est installé là depuis, on est dans la 6e année, et on a une activité qui fonctionne plutôt bien. On peut dire que c'est une activité c'est un projet qui est à peu près réussi. Globalement, on est une ferme assez visible, c'est-à-dire qu'on a une exposition médiatique importante, on a beaucoup de visites, on a eu le préfet de la région Bretagne récemment, on a des visites, on a une visibilité, voilà, et on constate qu'on dégage beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire que globalement, de tous bords, ça applaudit entre guillemets de voir l'activité qui fonctionne, qui est pourvoyeuse de main-d'œuvre, qui est nourricière et qui produit une alimentation de qualité avec une réflexion sur la place, voilà, des cultures de l'élevage. Donc tout ça, nous, plutôt, c'est satisfaisant. Ce qu'on constate aujourd'hui, après 6 ans d'activité, c'est que notre réussite, elle tient à des privilèges qu'on avait en s'installant et que notre aventure agricole, elle est aujourd'hui intransposable, ou en tout cas, elle est non généralisable dans le contexte actuel, et ce pour plusieurs raisons que je vais aborder. La première pour nous, c'est que notre production, elle coûte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le dit assez souvent, produire de la qualité comme on fait. Alors quand je dis qualité, c'est de la qualité en termes de mode de production, c'est aussi de la qualité en termes social. Voilà, on a créé 6 emplois, 8 emplois sur une ferme où il y avait une personne avant en 6 ans, avec des rémunérations qui sont relativement dignes de mon point de vue. En fait, ça, on ne peut pas le faire à pas cher. C'est-à-dire que nous, produire de l'alimentation de qualité à pas cher, c'est pas possible, c'est de la magie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'effectivement, les prix de nos produits sont plutôt dans le haut de la fourchette, voire très élevés, et que ça, nous, on comprend bien aujourd'hui que dans le contexte actuel de paupérisation importante d'une grande partie de la société, de précarisation via la violence économique qu'on constate tous et toutes, en fait, notre modèle aujourd'hui, il est élitiste. Il ne permet pas de nourrir une population, on va dire, dans son ensemble avec des produits accessibles. Donc ça déjà,
c'est en fait un plafond qui fait qu'aujourd'hui, notre modèle, il est... Excuse-moi. Ouais. Notre modèle, il est incapable de produire une alimentation accessible. Donc ça, c'est en fait c'est un premier frein majeur à la généralisation d'une agriculture, on va dire, hautement qualitative et rémunératrice pour les travailleuses et les travailleurs qui y sont. Deuxièmement, l'impossible généralisation de notre modèle repose, nous, sur un constat qu'on a fait et que j'ai vite fait évoquer, c'est l'aspect privilège. C'est-à-dire que nous, on constate qu'on a réussi aujourd'hui à construire ce modèle-là, mais parce que, en fait, moi et mon associé, on est deux gars blancs, éduqués avec des parcours d'études assez importants, et qu'en fait, on se rend compte, bah ouais, en fait, pour devenir paysan, choper des terres, convaincre les banques pour devenir paysan, en fait, il faut mobiliser des privilèges sociaux hyper importants, et qu'en fait, si là actuellement on entend des chiffres comme 1 million de paysans et de paysannes dans les 10 ans pour faire face à la transition agricole, on se dit mais s'il faut 1 million de blaireaux, j'ai envie de dire, de gens qui sont prêts à signer pour travailler 70 heures, gagner quand même assez peu finalement, nous on gagne 1 500 €, donc c'est bien pour notre activité, mais c'est pas non plus mirobolant vu le niveau de responsabilité, vu le niveau d'études. Voilà, l'équation elle est insoutenable, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas 1 million de personnes prêtes à prendre ce niveau de risque, ce niveau de responsabilité, ce niveau d'engagement pour cette rétribution qui est, somme toute, très faible. Voilà, donc on a un vrai souci, d'inaccessibilité du métier lié au privilège à mobiliser pour simplement faire le métier simple et basique de paysan. Et pour finir, pour continuer sur nous le constat d'extrême difficulté du métier, on témoigne là au bout de 6 ans qu'on a progressivement acquis une solidarité assez importante avec le reste du monde agricole, compréhensive. En fait, sous nous la perception d'une injonction qu'on reçoit aujourd'hui de la part de la société dans son ensemble, en fait, qui est totalement contradictoire, insoluble. C'est-à-dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, produire à pas cher une alimentation de qualité. On ne peut pas y répondre. Et en fait, aujourd'hui, cette injonction contradictoire, qui est posée dans son ensemble par la société, d'un côté parce qu'effectivement le prix, aujourd'hui, c'est l'argument principal, c'est la demande principale de la société, et c'est la demande historique de la PAC de produire une alimentation qualitative, de produire une alimentation accessible au plus grand nombre et pour pouvoir, on va dire, dégager du budget chez les gens pour faire autre chose que manger. Aujourd'hui, voilà, on a entre 15 et 20% du budget des ménages qui est consacré à l'alimentation. Donc on a cette demande très forte et puis de toute façon, voilà, cette injonction commerciale de produire à pas cher. Et de l'autre côté, on a une injonction sociétale et normative extrêmement forte sur les aspects qualitatifs, c'est-à-dire qu'on va nous demander d'être respectueux de l'environnement via un système normatif aujourd'hui qui est quand même exigeant. On va nous demander de respecter les conditions de vie des animaux, avec une injonction, une pression sociétale très forte là-dessus, et aussi des normes qui évoluent très fortement. Et en fait, nous, producteurs alternatifs, on va réussir à répondre à une partie de cette demande en élevant des animaux dehors, en payant des salariés dignement, en produisant une alimentation de qualité, mais on n'arrive pas à vendre à pas cher. Du coup, entre guillemets, on se retrouve souvent, voilà, on dit mais vous êtes des voleurs, c'est pas possible, vous produisez à trop cher, c'est inaccessible. Et nos collègues qui sont en production industrielle traditionnelle, eux sont des empoisonneurs, des tortionnaires d'animaux, des pollueurs, mais par contre ils arrivent à répondre partiellement à l'injonction du prix. Voilà. Et en fait, nous, voilà, c'est une injonction qu'on constate et où en fait on a envie de dire mais il faut que la société se réapproprie la question en fait de la solubilité de l'équation qu'elle pose au monde agricole. C'est-à-dire de poser une équation qui soit soluble, c'est-à-dire si on veut de la qualité, il faut qu'on s'organise pour la rémunérer et faire en sorte que l'équation du monde agricole soit soluble. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vit, c'est vraiment le sentiment que la société, le législateur, s'est débarrassé de la question de savoir si l'équation globale qui était posée au monde agricole était soluble. Et en fait, la société se débarrasse d'un caprice, c'est-à-dire elle veut manger de la qualité à pas cher, et en fait elle laisse le monde agricole se débrouiller à résoudre ce caprice-là qui est insoluble. Et donc effectivement, ni nous, producteurs alternatifs, ni nos collègues producteurs industriels
sont en capacité de répondre à cette injonction. Il est super. Concernant nos collègues producteurs, moi, une notion que j'aimerais introduire ou en réintroduire, en tout cas dans l'imaginaire de la gauche, que Bernard Lambert en fait avait introduit et fortement porté, et que je trouve on a disparu dans notre lecture, dans notre logiciel de lecture du monde agricole. En fait, c'est le statut de la majorité des exploitants agricoles, des producteurs. En fait, on leur a inventé une histoire, un gros mensonge, quand on va dire, libéralisé on a transformé le métier de paysan vers le métier, on va dire, d'exploitant agricole. C'est l'idée qu'ils étaient des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils seraient à la manœuvre dans leurs entreprises et qui décideraient de la destinée de leurs entreprises, comme un chef d'entreprise de n'importe quel autre secteur de l'économie pourrait faire. En fait, pour moi, un chef d'entreprise, il décide de ses prix, il décide de son volume de production et il gère ses charges. En fait, aujourd'hui, quand on prend la plupart des filières et la plupart de la réalité de travail de nos collègues agriculteurs, ils ne maîtrisent pas leur prix, qui est fixé par un marché libéral ou par des coopératives. Ils reçoivent des payes de lait. Nos collègues producteurs de lait dans l'Ouest reçoivent une paye de lait. Ils le nomment comme ça, c'est une paye de lait. Deuxièmement, ils ne maîtrisent pas leur volume, parce qu'historiquement, les volumes étaient encadrés. Et aujourd'hui, ils ont des références. C'est extrêmement compliqué de modifier son volume quand on est... Voilà. Et en fait, la seule chose qu'ils maîtrisent globalement, c'est le levier des charges, de la maîtrise de leur coût de production. En fait, quand on observe ça, mais moi je dis, mais en fait, c'est ce que Uber a inventé il y a quelques années. Ou en tout cas, la société s'est scandalisée en voyant l'apparition de l'ubérisation dans plein de secteurs de l'économie. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, dans l'agricole, ça fait 45 ans que ça existe, l'ubérisation. C'est-à-dire qu'on est propriétaire de son outil de production. Par contre, on maîtrise ni son volume, ni ses charges. On a un client, on a un seul fournisseur. Et on appelle ça un chef d'entreprise. En fait, en disant ça, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est l'idée que, effectivement, il faut qu'on reconsidère le monde agricole aujourd'hui, globalement, comme des prolétaires au service d'un système productif, et que les agriculteurs ne sont pas responsables du modèle agricole qui est en place. Et en fait, pour ça, ce que je veux dire, c'est que notre projet de gauche, il doit être rassurant pour eux. On doit les emmener avec nous dans un projet en leur disant on va avec vous réfléchir cette fameuse équation globale et s'assurer que ce qu'on va vous demander sera faisable. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, le monde agricole que je fréquente dans l'Ouest, si demain on lui dit on va vous payer pour faire de la qualité, pour sortir de l'agriculture chimique, en fait, ils le feront. Ils le feront. Et quand on regarde ce qui s'est passé pendant la PAC, dans les années 60 et 70, c'est exactement ça. On est passé en une petite dizaine d'années d'une agriculture qui était quasiment médiévale à une agriculture productiviste. Quand je dis qu'elle était quasiment médiévale, c'est que moi, les fermes dans mon territoire dans les années 50, c'était 15 hectares, 8 vaches, quelques cochons, un verger. Et en moins de 10-15 ans, c'est devenu des exploitants spécialisés qui fournissaient du minerai pour l'industrie. Et en fait, cette transition-là, je pense que le monde agricole est totalement capable de la refaire, à condition que le politique se réapproprie fondamentalement l'ensemble des paramètres de production, et qu'en fait, on accompagne le monde agricole dans une vraie transition avec des mesures qui soient ambitieuses et courageuses. Et pour finir, moi, je crois sincèrement dans la possibilité de réforme radicale du monde agricole, et je trouve que la PAC, en ça, est extrêmement inspirante. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était réellement une réforme agraire où la société dans son ensemble s'est posé la question de qu'est-ce qu'on veut pour notre agriculture. À l'époque, la réponse c'était on veut de la quantité, on veut une alimentation accessible. Et en fait, on a mis des mesures qui étaient courageuses, qui étaient extrêmement fortes pour arriver à ces fins-là. Et en fait, après, effectivement, le libéralisme est arrivé. On a voulu déréguler, libéraliser l'agriculture. Et aujourd'hui, on a une agriculture qui est une espèce d'hybride entre cet héritage de la PAC, qui était une agriculture programmée et organisée, et puis, on va dire, un truc de libéralisation. Mais la PAC, pour moi, est inspirante dans cette mesure-là, où pour moi, ça a été un outil extrêmement fort, et que j'ai la certitude que
le contexte n'a pas tant changé que ça et qu'on serait demain en capacité d'organiser des réformes qui soient radicales pour modifier, et que le monde agricole, contrairement à une idée qui est souvent répandue comme quoi il serait conservateur et extrêmement inertique, je pense que le monde agricole est vraiment un secteur qui peut évoluer très vite, et en fait on l'a vu dans notre histoire récente. Pour moi, une programmation, en tout cas des éléments programmatiques indispensables demain dans une politique de gauche à viser, on va dire, de réformatrice pour une agriculture qualitative, doit penser à plusieurs choses. La question du renouvellement des générations, effectivement, est centrale parce qu'on va avoir besoin, comme je disais, de millions de personnes pour venir travailler avec nous dans les champs. Et aujourd'hui, quand on doit devenir paysan, quand on veut devenir paysan, on a 2 choses à faire. Il faut d'abord convaincre un propriétaire de nous donner ses terres, ou en tout cas de nous mettre à disposition ces terres en les vendant ou en les louant. Et ça, il faut s'imaginer que c'est un frein majeur. C'est-à-dire que on a un projet alternatif aujourd'hui. Eh ben, en fait, il faut aller convaincre quelqu'un qui est héritier d'une terre ou qui l'a exploité pendant un certain nombre d'années que notre projet il est viable et il est intéressant pour pouvoir devenir agriculteur. Et en fait, ça, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est donné aux propriétaires et aux exploitants en place qui est énorme sur le choix de qui a accès au foncier. Donc, je pense qu'il y a une nécessité énorme à se réapproprier publiquement en fait la gestion de l'outil productif majeur qui sont les terres agricoles. Et intrinsèquement lié à ça, il y a la question des finances. En fait, une ferme comme la mienne, par exemple, aujourd'hui, c'est quasiment 2 millions d'euros de capitaux immobiliers, fonciers, productifs qui sont à mobiliser. Et en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même chose que pour les propriétaires. Il fallait convaincre une banque que notre projet il est viable et qu'il est intéressant, on va dire, pour la société, alors qu'une banque, en fait, tout le monde le sait, ils n'en ont rien à faire de l'utilité publique d'un projet agricole. Une banque, ce qui l'intéresse, c'est la rentabilité, c'est le profit. Voilà. La question du financement de l'agriculture est une question majeure qu'il faut qu'on repense. Et pour finir, 2 choses qui constituent pour moi ce que j'appelle l'équation technico-économique et réglementaire, c'est la question des normes. Et en fait, effectivement, je pense que c'est un impensé de la gauche agricole aujourd'hui. À gauche, on est pour les normes parce qu'on est pour les règles et on souhaite que l'agriculture, elle respecte un certain nombre de conformations que la société va demander à l'agriculture. Et en fait, quand on écoute les mobilisations agricoles, la question des normes, elle revient tout le temps comme un malaise majeur. Et nous, à gauche, on n'arrive pas à répondre à ça parce qu'on est pour les normes. Et en fait, moi, ce que je peux témoigner en tant que paysan de gauche et chef d'entreprise, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le corpus normatif qu'on me demande de respecter, il est insoluble, il est insoutenable parce qu'en fait, trop complexe, trop diversifié, trop exigeant par rapport à mes moyens humains, intellectuels et financiers pour pouvoir respecter tout ça. Donc ça, il va falloir aussi qu'on se réapproprie vraiment la question de savoir est-ce que l'ensemble des normes qu'on pose à l'agriculture, c'est applicable. Voilà. Et effectivement, la question du revenu qui est majeure, c'est-à-dire que faire ce métier pour des revenus de misère globalement, c'est pas possible. Et effectivement, alors cet après-midi, conférence sur la sécurité sociale de l'alimentation, moi c'est quelque chose qui m'inspire énormément parce qu'effectivement c'est l'articulation entre rendre accessible l'alimentation, s'assurer du revenu des agriculteurs et ça on pourra pas réformer le monde agricole sans le soustraire au marché libéral qui en fait vise au pas cher et nous contraindra à tricher, c'est-à-dire à toujours aller vers le moins cher, le moins qualitatif. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on a 25 minutes à peu près. Voilà. Et Karine va vous passer le micro. Et on essaye de respecter une parité pour que autant d'hommes et de femmes s'expriment. Merci à tous les 3 pour vos exposés, vos analyses. Juste une question, ou plutôt pouvez-vous nous éclairer un peu sur le rôle, sur l'impact Benjamin en a parlé un petit peu des banques et en particulier du Crédit Agricole
avec ses accointances supposées ou réelles avec la FNSEA, avec l'agrobusiness, etc. Bonjour à tous. Donc déjà, merci à vous trois pour votre intervention et votre travail au quotidien. J'avais une question parce que du coup, moi, je milite avec mon GA dans la Beauce, dans le Loir-et-Cher, où il y a une partie de la Beauce et du coup, c'est très céréalier. Il y a des territoires immenses en fait d'hectares qui sont exploités. Et par exemple, quand on parlait du prix plancher à des agriculteurs ou des personnes proches des agriculteurs, ils avaient tendance à nous dire déjà ça va être compliqué parce que ça va créer beaucoup d'offres et ça va créer beaucoup d'offres, oui, et il n'y aura pas forcément la demande qui va suivre et du coup ça va juste potentiellement détruire des produits qui vont être générés, donc notamment du céréal, etc. Et comme tu le disais tout à l'heure, excuse-moi, je crois que c'est Benjamin ton prénom, finalement, toi, tes produits ils sont assez chers par rapport à ton respect de coût, de qualité, etc. Donc, ça peut aussi augmenter le prix de vente, même si finalement, j'ai vu que dans le projet de loi, il y a des coefficients qui sont appliqués entre la grande distribution et la production, mais il n'y a pas cette notion de sécurité sociale qui finalement est la solution qui permet un peu de corriger tout ça. Donc, comment en fait répondre un peu à toutes ces critiques de prix plancher ? Et j'ai aussi une autre critique qui vient souvent, c'est de dire qu'il y aura des inégalités entre les revenus des agriculteurs et agricultrices en fonction des machines que l'on a, donc du coût de production qu'on peut avoir. Et donc en fait, il y aura des disparités d'aide par rapport au prix plancher. C'est-à-dire comment on arrive à fixer un prix plancher qui soit équitable pour tout le monde, pour tous les producteurs. Je ne sais pas si c'est assez clair. Voilà, c'est un peu comment répondre à tous ces éléments-là, même si je pense que la sécurité sociale alimentaire peut aider beaucoup et que aussi le changement de système et donc finalement avoir beaucoup plus d'élus insoumis et de voter plus pour nous, ça peut aider plus à la fin des fins. Voilà. Merci à vous en tout cas. Oui. Moi, ce serait plutôt pour parler du cadre de l'OMC. L'OMC, parce que en fait, 15% des matières premières sont dédiées à l'exportation. Et en fait, l'OMC, c'est eux qui fixent, de par ces 15%, c'est eux qui fixent le prix de toutes les matières premières, même les 85% autres. Et donc, en fait, c'est un peu délirant de se dire que 15% qui sont dédiés à l'exportation, en fait, fixent le prix de toutes les autres matières premières, y compris en interne du pays ou de l'an. Bonjour, alors moi on a créé un tiers-lieu agroécologique. En fait, j'ai 3 questions par rapport à l'installation justement. On a créé un tiers-lieu agroécologique dans le nord du Maine-et-Loire, dans lequel justement on permet à des camarades qui sont ouvriers agricoles, parce qu'en fait on a beaucoup parlé d'exploitants, mais on n'a pas parlé des saisonniers, des ouvriers agricoles, qui en fait à mon avis sont le vivier peut-être pour les installations du futur. Et du coup ça pose quand même pas mal de questions. Et en fait sur la formation, en fait la syndicalisation des ouvriers agricoles et des saisonniers, qui c'est peut-être une question pour l'histoire. Et du coup, plus largement, la question de la place des nomades en fait, dans l'agriculture, parce qu'en fait, on est dans le Maine-et-Loire, donc on a beaucoup d'intensité de main-d'œuvre chez nous. Il y a l'articulture, il y a l'arboriculture, il y a la viticulture. Et en fait, il y a de plus en plus de problèmes de logement, c'est très difficile de s'installer. Et en fait, plus largement, la question des nomades dans le monde agricole, avec le racisme que subissent les communautés du voyage et la difficulté qu'on a à loger en caravane, en camion, etc. Pour moi, c'est des questions sérieuses et qui posent aussi la question de la formation des ouvriers agricoles sur le chemin de l'installation. Et donc, pour poursuivre là-dessus, donc sur les politiques de financement, mais aussi, on a identifié justement, on a beaucoup de camarades que nous, on paye 30 € chez nous pour pouvoir loger et avoir un bout de terrain pour commencer à s'installer, acheter des premières bêtes, tenter des cultures. Et du coup, on a identifié vraiment le problème du logement comme le problème fondamental pour l'installation, parce que souvent, ça implique l'achat des maisons de ferme. Et du coup, ça coûte beaucoup trop cher par rapport aux revenus agricoles.
Et donc, justement, quelle position on peut avoir par rapport à l'habitat léger comme possibilité pour s'installer sur les fermes, et en même temps, tout en évitant le mitage. Enfin voilà, c'est un peu un paradoxe qu'il y a là, mais qui, à mon avis, ça peut être une réponse pour l'installation des jeunes, de pouvoir permettre l'installation en habitat léger, et donc de faire évoluer la législation par rapport à ça. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je voulais avoir votre avis sur le rôle des SAFER dans l'installation des agriculteurs. J'ai appris que dans le Morbihan, justement, une de vos collègues maraîchères bio avait de sérieux problèmes avec la ferme qu'elle avait achetée auprès de la SAFER. Voilà, c'est Madame Nani, je crois. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, Delphine, non? Voilà. Et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que ça pourrait être un instrument peut-être de régulation pour favoriser aussi l'installation des jeunes agriculteurs. Merci. Merci. On va faire un premier temps de réponse et puis après on reprendra des questions. Benjamin, Jean-Philippe. Alors, mais c'est riche, il y a plein de sujets. Moi, je peux prendre en tout cas, donner quelques éléments sur des choses qui ont été évoquées là. La question des acteurs, parce que là, il y a un certain nombre d'acteurs qui ressortent. Là, ça fait le Crédit Agricole, quel rôle il joue et Alors, moi, mon exemple, en tout cas, mon parcours à l'installation, il est intéressant là-dessus. On a été installé par la SAFER. Donc c'est la SAFER qui a en fait joué le rôle d'agence immobilière sur la ferme qu'on a pris, et on peut témoigner qu'ils ont été extrêmement compétents, extrêmement honnêtes, extrêmement favorisants et très professionnels sur l'ensemble de ce qu'ils ont pu faire pour notre installation. Ce que je peux dire plus globalement, c'est que la SAFER, c'est effectivement un outil incroyable. C'est quasiment une entrave à la propriété privée, historiquement. Et en fait, il faut vraiment voir que dans le monde agricole, on a des héritages de l'après-guerre. On a le statut du fermage. Alors ça, il faut le savoir, le statut du fermage, il a été inventé après-guerre pour sécuriser les agriculteurs qui, en fait, avant-guerre, globalement, passaient leur temps à acheter des terres dès qu'ils pouvaient pour sécuriser leur emprise foncière au détriment des investissements productifs. On a inventé le statut du fermage pour dire on va vous sécuriser pour que quand vous avez un bail, vous soyez à peu près sûr et que vous puissiez, au lieu d'acheter la terre, acheter des machines, des tracteurs qui sont, eux, des outils qu'il faut dans tous les cas. La SAFER, c'est pareil, c'est un héritage, quasiment une entrave à la propriété privée, c'est-à-dire que la SAFER peut intervenir à plein de moments pour, aller à l'encontre du choix d'un propriétaire d'attribuer, de louer sa terre à quelqu'un. La SAFER va dire non, en fait, ce sera un tel... Voilà. C'est un outil effectivement qui est hyper puissant. Il a été en partie à des moments, on va dire, capté, approprié par l'agrobusiness, et on l'a souvent perçu comme un outil au service de l'ennemi. En fait, il faut savoir aujourd'hui que c'est pas si simple. Ça dépend, c'est beaucoup une affaire de personnes, c'est beaucoup une affaire d'histoire locale, mais que pour moi, c'est un outil inspirant pour demain de politique, on va dire, où le commun, la société a la main sur justement la question de la répartition de la terre. Voilà. Donc les SAFER, oui, il y a plein d'exemples d'installations où elle a été facilitante. Et après, dans l'histoire, effectivement, on a aussi plein d'exemples où, oui, il y avait des techniciens SAFER véreux, avec des dessous-tables, des choses comme ça. Forcément, c'est un grand pouvoir, l'attribution de la terre. Donc, c'est forcément voilà. Mais c'est pas un outil qui est simple. On ne pourrait pas le réduire à un outil au service de l'agrobusiness. La question du crédit agricole. Le crédit agricole, effectivement, est l'acteur principal du financement de l'agriculture. Nous, ils nous ont prêté aujourd'hui 1 200 000 € pour financer notre projet. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont prêté à nous alors qu'on n'est pas du tout au service de l'agrobusiness? Parce qu'on était un projet médiatiquement prometteur, parce qu'ils ont pu faire de nous une vitrine écolo. Voilà, ils ont bien vu que quand on les a rencontrés, ils ont bien compris qu'on allait être... il fallait qu'on soit le projet à financer. Et en fait, nous, pour la petite histoire, on a fait
on a mis en concurrence plusieurs banques au moment de notre installation. Et en fait, ils ont été, en comprenant la nature de notre projet et l'impact local qu'ils pouvaient avoir, ils ont été extrêmement agressifs entre eux pour avoir notre projet. Et en fait, au début, on s'est dit, mais le monde a changé, les banques nous courent après. Voilà. Et en fait, moi, j'ai été extrêmement déçu et désarçonné de voir des projets de camarades qui avaient des projets beaucoup plus raisonnables que le nôtre, parce que notre projet a des dimensions très déraisonnables vu la diversité, vu l'ampleur, se faire refuser des prêts par le Crédit Agricole, parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus raisonnable. Les gens demandaient 50 ou 100 000 euros pour des petites installations. Et en fait, effectivement, ça, le Crédit Agricole, ça ne l'intéresse pas, parce que c'est des petits montants, ça fait beaucoup de frais de dossier. En fait, le Crédit Agricole, effectivement, n'est pas un outil de financement d'une agriculture plébiscité par la société. C'est un outil de profit privé. Donc, en fait, aujourd'hui, on joue avec comme on peut. Il est extrêmement, mais c'est le système bancaire dans son ensemble. Il est au service du capitalisme et il est au service des privilèges et des privilégiés, et dont moi je fais partie en tant que nouveau paysan, où j'ai eu accès à des prêts dans des conditions qui étaient extrêmement intéressantes, mais c'est un privilège. Voilà. Donc effectivement, pour moi, les banques, c'est pas compliqué. Sur la question agricole, il va falloir les exproprier demain et créer des outils de financement. Ça va être long. J'espère que ma conseillère bancaire voilà. S'il nous regarde. Voilà. Et il va falloir réinventer la question du financement des outils de production. Et sur la question de l'OMC, en tout cas, il y avait une question, moi je peux donner un élément là-dessus. Effectivement, je crois que le blé sur le marché mondial, c'est quelques pourcents qui traversent les frontières. Il y a quelques pourcents du blé produit dans le monde qui traversent les frontières. C'est de l'ordre de 2-3%. Et c'est ce volume-là, effectivement, qui fixe le prix international. Et effectivement, c'est un truc complètement hallucinant. Aujourd'hui, on est dans un système libéral où effectivement, c'est ce petit volume-là qui va influer sur le prix national. En Europe, aujourd'hui, on a quand même un drôle de système où effectivement, on est héritier d'un système qui était extrêmement protectionniste, qui était celui de la PAC. On a voulu libéraliser sans vraiment mettre en danger notre agriculture, parce que nous, on ne fait pas face, en fait, on n'est pas compétitif sur le marché international. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des prix qui sont connectés au marché international, on a la PAC qui continue de financer globalement les salaires du monde agricole. Alors on a changé l'excuse, avant on finançait la production, aujourd'hui la PAC elle finance les services environnementaux rendus par l'agriculture à la société, mais en fait on ne va pas se cacher, c'est du protectionnisme déguisé en service en paiement vert. À un moment donné, moi je suis vraiment pour qu'on réassume ce protectionnisme-là. Et que, en fait, comme les Américains font, les Américains sont extrêmement protectionnistes sur leur marché alimentaire, sur leur marché agricole, et réassumer un système où effectivement, on protège. Voilà, on fait le choix nous en Europe de la qualité, en France de la qualité. Et en fait, on se protège du marché international. C'est une revendication d'une grande partie du monde agricole, et ça à gauche, c'est quelque chose auquel on peut facilement répondre, sans, on va dire, rompre avec nous. À droite, quand ils disent on va protéger les producteurs des importations déloyales, ils ont beau jeu de dire ça en étant libéraux. Nous, on va dire, le protectionnisme, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Je pense qu'il ne faut plus en avoir peur. Sur le Crédit Agricole. Je voulais la question sur le Crédit Agricole, je voulais rebondir là. Juste un petit mot, parce que finalement, il nous montre bien ce que tu dis montre bien sa double nature. Et ce qui explique qu'en fait, en ayant étudié les mobilisations paysannes, il y a très peu de mobilisations paysannes contre le Crédit Agricole, très très peu. Moi, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre du vin entre 70-76 dans le Languedoc. Il y a plein de choses qui ont sauté. L'explosif était fréquemment utilisé. Comment ça s'appelle, les bureaux de la répression des fraudes, les négociants, les camions de vin italiens, etc. Mais alors, le Crédit Agricole, je crois qu'il y a eu les arbres qui tombaient, je crois qu'il y a eu les préfectures, il y a eu une fois les gares de la SNCF, les trucs des impôts. Le Crédit Agricole, une fois, je crois, une succursale. Et j'ai souvenir
dans le courant paysan travailleur, c'était dans le 44, donc en Loire-Atlantique, une grève de la faim faite par un militant historique qui était un copain un peu plus jeune de Bernard Lambert, qui a fait une grève de la faim parce qu'il était endetté, etc. Et donc il y a une mobilisation de toute l'équipe paysan travailleur qui, donc je reprends, c'était les ancêtres de la Confédération paysanne. Mais c'est les 2 seules actions dont j'ai souvenir. Alors j'ai peut-être oublié d'autres. Peut-être pour répondre à la question sur les prix planchers, nous ce qu'on dit c'est que déjà effectivement il y a la notion de coefficient multiplicateur qui fait que si le prix plancher si les marges augmentent, le prix plancher augmente aussi, et puis on dit que le prix plancher il sera pensé par filière et par territoire, parce qu'on voit bien que selon les territoires, il peut y avoir des réalités différentes. Et puis surtout, le prix plancher ne peut pas être un outil comme ça tout seul. Ça veut dire qu'à côté, il faut en finir avec les accords de libre-échange, il faut aussi que les salaires augmentent, parce qu'on voit bien que le budget, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais le budget des ménages, c'est complètement inversé. Aujourd'hui, en fait, avant, on mettait plus d'argent dans l'alimentation, et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. On va plus mettre de l'argent sur le logement, sur les charges qui ont explosé, l'électricité, etc. Et donc, en fait, parce que c'est ce qui est le plus difficile à rogner, c'est sur ça que c'est le plus difficile à rogner, alors que l'alimentation, en fait, on a le choix d'une alimentation plus chère, de qualité, etc. Ou alors un peu moins chère, mais de moins bonne qualité. Donc c'est pour ça que dans le budget des ménages, ça s'est pas mal inversé. Donc c'est pour dire que le prix plancher, il va pas, c'est pas un outil qui fonctionnera s'il est tout seul, quoi. Si à côté on n'accompagne pas avec d'autres mesures. Il nous reste un peu de temps, peut-être je vais laisser d'autres. Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas trop. Enfin, moi, je peux donner aussi quelques éléments sur. Alors, effectivement, moi, je peux parler en tant qu'employeur parce que c'est mon statut aujourd'hui. On a une ferme qui a du coup 6 salariés en CDI à plein temps. Un truc que je peux témoigner. C'est une anecdote. Moi, j'ai des cochons. Pour avoir des cochons, j'ai besoin d'un diplôme agricole. J'ai besoin de plusieurs formations obligatoires sur la biosécurité, sur le bien-être, sur la contention, le transport, des choses comme ça. Je suis employeur de 6 personnes. Ça, j'ai eu besoin de 20 minutes sur le site internet de la MSA pour devenir employeur. Et ça y est, je pouvais signer des CDI. Il fallait que j'aie une entreprise agricole. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a un impensé absolu aujourd'hui dans le monde agricole, mais je pense que c'est général, sur la formation des employeurs. Et donc, moi, mon père était syndicaliste à plein temps. Il travaillait au siège national de la CFDT, donc j'ai reçu, on va dire, un héritage familial très très fort sur ces exigences-là. À la ferme, on a cette attention-là et c'est un sujet permanent. Mais ce que je constate, moi, dans mon réseau d'agriculture paysanne, c'est que les employeurs ne sont ni formés, ils ne connaissent pas le code du travail, et qu'effectivement, on part d'extrêmement loin, et que même dans la gauche paysanne, en fait, on constate des pratiques d'employeurs qui sont absolument désastreuses, des CDD qui sont renouvelés, mais parfois à l'infini, avec des conditions d'hébergement qui sont scandaleuses, on a un travail énorme à faire là-dessus dans le monde agricole en général et dans la gauche paysanne en particulier, parce que c'est censé être nos valeurs et en fait on est défaillant très très fortement là-dessus. Je peux vraiment en témoigner. Donc voilà, moi, par exemple, je serais pour en fait mettre en place des formations obligatoires. Moi, je vais aller en formation employeur. Ce qu'on a commencé par me dire, c'est les salariés ne connaissent pas le droit du travail. Vous pouvez y aller. Le truc important, c'est qu'ils aient un salaire à la fin du mois. En dehors de ça, il y a plein de choses qui sont possibles, ils ne verront pas. On a commencé à me donner toutes les failles du code du travail pour réussir à leur couper toutes les petites primes auxquelles ils ont droit. Voilà, c'était ça la formation employeur. Et ça, c'était c'est le centre de gestion le plus répandu dans le monde agricole. Et juste rapidement, tu as parlé d'habitat léger. La question de l'habitat paysan est une question centrale
dans l'accessibilité du métier. En fait, on est énormément à s'installer et en fait à se retrouver sans logement parce que les cédants de la ferme sont restés dans le logement, parce qu'on prend des fermes qui n'ont pas de logement, parce qu'on est dans des secteurs où il y a une pression sur le logement qui est énorme. Et en fait, l'habitat léger, moi, c'est pas compliqué, autour de moi, il y a une majorité de personnes qui s'installent, qui dans les premières années après l'installation habitent des habitats qui sont illégaux. Et en fait, nous aujourd'hui, c'est le cas sur la ferme. Au bout de 6 ans, on commence à avoir le temps et les moyens de se construire ou de rénover des logements à proximité légaux. Mais effectivement, aujourd'hui, on subit une situation où notre seule option, c'est l'habitat léger, qui globalement n'a pas d'application légale, alors qu'aujourd'hui, effectivement, la viabilité de nos systèmes repose sur un mode d'habitat qui n'est pas légal. Et donc ça, je pense que sur le plan législatif, c'est un combat à mener. Et il y a une très grande réceptivité du monde politique là-dessus. Moi, j'ai le préfet de la région Bretagne qui a visité la ferme, qui est passé devant les yourtes et les mobilhomes, à qui on a expliqué la situation. En fait, on s'installe, on n'a pas de sous, on n'a pas de temps, on ne va pas ni louer un logement à 650 € dans le bourg à 6 km, ni rénover une longère en ruine, ni construire une maison neuve dans le même temps qu'on monte une ferme. C'est impossible, c'est une équation familiale impossible. Ça se solde souvent par des drames. Et il a dit, il faut qu'on travaille là-dessus. Moi, je lui ai montré ma yourte, je lui ai dit, moi, il n'y a pas de fondation. Il m'a dit, ça, c'est des éléments clés. Alors que c'est un type de droite, tout à fait. Mais la question du logement, aujourd'hui, tous les élus sont interpellés là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un terrain sur lequel on pourra avancer. Je confirme, tous les élus sont sollicités là-dessus. Et juste peut-être pour compléter sur les ouvriers agricoles, moi je me suis dit qu'est-ce que je vais dire, parce qu'en fait en tant qu'ouvrière agricole, en fait j'ai pas vécu la même chose que certains, parce que moi je travaillais sur la ferme familiale, donc du coup le lien avec mon patron, c'est mon père et ma mère. Enfin d'ailleurs c'est ma mère, parce que c'est ma mère qui est chef d'exploitation. Mais c'est différent. Mais par contre, pour avoir eu des témoignages, ou en tout cas pour avoir fait du service de remplacement par exemple, dans les fermes, je peux comprendre aussi pourquoi est-ce que... parce que nous, on est pour soutenir le service de remplacement, pour permettre aux paysans, paysannes, aux agriculteurs de prendre des congés et tout ça. Sauf que derrière, il faut quand même des gens à venir bosser au service de remplacement. Et ça, c'est pas simple à trouver. Pourquoi ? Parce que quand on fait du service de remplacement, on fait une traite avec enfin moi en tout cas c'est ça que j'avais fait, une traite, 2 traites avec l'agriculteur, et puis après à nous de jouer quoi. Donc en fait il y a des choses parfois pas très rassurantes, et puis il y a des exemples aussi de jeunes qui sont motivés, qui veulent faire leur apprentissage dans des fermes laitières par exemple, mais sauf que ils trouvent pas de structure de ferme qui les accepte en apprentissage, parce que les paysans sont pas forcément formés, soit à prendre des apprentis, qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont engagés ici et là. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions sur comment est-ce que on donne aussi envie à des gens qui n'ont pas forcément envie de s'installer en agriculture, mais d'y travailler, de pouvoir y rester. Je pense aussi à des exemples. Je vois, il y a mon frère qui est là et qui a pas mal bossé en tant que conducteur d'engin pour faire les moissons. Il pourrait en témoigner, mais en fait il a fait une saison et après il s'est arrêté parce qu'il y a un milieu aussi qui est très qui est pas bienveillant quoi. Enfin en tout cas dans l'expérience. Du coup il y a des fois ça peut aussi freiner à l'envie de travailler en agriculture. Voilà un peu c'est plutôt des exemples que j'avais à donner. Allez, on s'autorise encore quelques minutes. Merci, puis merci pour toutes les interventions. Moi, du coup, j'avais plusieurs questions. Je vais me concentrer peut-être sur une. J'ai loupé le début de ton intervention, Mathilde, donc peut-être t'en as parlé. Mais c'est comment aussi, dans tout le travail sur le nombre de paysans qui s'installent et comment on a
plutôt comment on met l'accent sur des installations riches en UTA, en UTH, pardon, en unité de travail humain. C'est l'aspect pas de pays sans paysans et comment, au-delà d'avoir la production des paysans, et c'est des gens qui font maintenir des services publics, qui peuplent les campagnes, qui font vivre les campagnes, qui s'investissent dans la vie des campagnes. Et comment ça fait partie au-delà du monde agricole, mais du monde rural, et de ce tissage aussi qui peut se faire en rural. Et là-dessus, pour le coup aussi, on n'a pas trop, moi je trouve, à la France insoumise, de politique sur le rural, quoi, et sur le développement rural. Et moi, c'est une des grosses interrogations que j'ai. Hier, du coup, à l'ère du peuple, il parlait beaucoup de la politique des réseaux, mais l'alimentation, du coup, il n'est pas perçu comme un réseau, quoi. Alors que c'est quand même le réseau qui relie tout le monde, parce que tout le monde bouffe, quoi. Et du coup, ce réseau, il est juste pas situé au même endroit, mais il y a énormément de réseaux avec l'alimentation et en plus avec les filières. Et donc, comment on arrive à se dire que c'est un enjeu, à la fois l'agriculture, mais tout ce qui va avec, quoi. De la même manière que dans la conférence sur la planification écologique, on voit bien aussi la place de l'agriculture là-dessus, et aussi parce que c'est un des milieux les plus planifiés aussi en France. Aujourd'hui, c'est le monde agricole. Et voilà. Comment il y a cet investissement et cette volonté? Est-ce qu'il y a vraiment, des fois je me pose la question, une volonté de LFI de s'implanter en rural, quoi. Nous, on galère vraiment à avoir des soutiens là-dessus. Oui, moi j'ai une question un peu plus technique. Il y a un certain nombre d'exploitants agricoles ou d'agriculteurs, comme on veut, et d'agricultrices, qui ont un second emploi pour arriver à vivre à peu près décemment. J'aurais voulu savoir à peu près si vous avez une idée de la proportion qu'ils représentent. Et la deuxième chose qui est liée, c'est qu'apparemment, quand ils ont un deuxième emploi, ils n'ont pas droit de voter aux élections pour leur représentation syndicale. Est-ce vrai? Et donc, si c'est vrai, quelle est vraiment la représentation réelle de ces syndicats? Bonjour, merci pour vos explications et la conférence. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis sur la nécessaire reconstruction, un petit peu en lien avec ce qu'a dit monsieur avant, la reconstruction des réseaux à l'image un petit peu des mines qui existaient précédemment et qui étaient acheminées par le ferroviaire jusqu'aux villes, qui offraient des débouchés aux agriculteurs, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup c'est en résonance en fait à une discussion sur un marché avec mon fleuriste qui me disait on ne produit pas de tulipes en France parce que en fait on n'a pas le débouché, et que précédemment donc il a 50 ans, il avait 14 ans quand il a démarré son apprentissage, et là où il a démarré son apprentissage, il y avait justement l'agriculteur produisait des tulipes pour les acheminer jusqu'à Lyon, parce que c'est dans la vallée du Rhône, parce qu'il y avait un mine à Lyon, et aujourd'hui tous ces mines ont été préemptées par pour construire des logements et auprès de promoteurs immobiliers. Et voilà, à l'aube des réseaux, effectivement, et comme la majorité de la population, une grosse partie de la population habite en ville, voilà, je m'interrogeais sur le troisième pilier. Vous avez parlé de la sécurité sociale et alimentaire, vous avez parlé de la réforme agraire qui était nécessaire, et ça me semble être un troisième pilier qui est important à mettre en place. Moi, la question va s'adresser plutôt à Mathilde. Quand on voit les liens entre la FNSEA, les jeunes agriculteurs et le groupe Avril, est-ce qu'il ne serait pas sain pour la législation, pour le législateur, par exemple, d'éviter les Arnaud Rousseau, qui quand même est président de Avril Finance? Alors, pour donner
le niveau de connivence sur Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, les jeunes agriculteurs sont rue de la Boétie, le groupe la FNSEA est rue de la Baume, et le groupe Avril, présidé par Arnaud Rousseau. Alors, jeunes agriculteurs, c'est Arnaud Caillot qui est en cheville avec le groupe Sodial. Est-ce qu'il ne serait pas sain, et il y a à peine 800 mètres entre les trois institutions, et un peu plus d'1 kilomètre avec le ministère de l'Agriculture, est-ce qu'il ne serait pas sain que le législateur s'occupe de ce problème? Parce qu'on ne peut pas considérer Arnaud Rousseau, qui est un financier au départ, hein, et qui a quand même 700 hectares de terre dans l'abri, il me semble. Est-ce qu'il ne serait pas bon que le législateur s'occupe des conflits d'intérêts que pourra avoir les têtes syndicales avec le monde de la finance? Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a parlé des loyers, de l'accessibilité. On constate en fait que beaucoup de gens, on peut sauter un repas, pas un loyer, pas une note d'électricité. Et ça aussi, il faudrait que les députés puissent au moins légiférer là-dessus, quoi. Oui, moi je suis éleveur de vaches laitières. Je rebondis sur un peu tout ce qui a été dit aussi sur les salariés, mais je pense qu'il y a un truc qui nous pénalise, c'est la destruction du statut de saisonnier. Parce qu'en fait, avant, ils étaient mieux protégés, plus la destruction de l'assurance chômage, ça va faire que tous les saisonniers qui travaillent au compte-gouttes dans les vignes et dans les fruits, ils vont plus avoir les mêmes indemnités pour se retourner entre deux saisons. Et donc ça, en fait, c'est pas un problème de l'agriculture interne à l'agriculture, mais c'est un problème des stations de ski, de l'agriculture, du service restauration. Et en fait, ça veut dire que un gouvernement du NFP demain, il doit prendre un décret pour rebâtir ce rôle du saisonnier, sachant que le Graal ultime, ça serait un intermittent, mais de l'agriculture et pas de la culture, quoi. Et je continue parce que je pense que l'accès au monde agricole, il se fait par le travail salarié, il se fait pas par... il est obligé de se faire comme ça, puisqu'il n'y a plus assez de fils de paysans pour devenir paysan. Et je pense que sur ce que tu as dit sur comment on peut améliorer la situation, moi je vois deux choses. C'est que d'un côté, on a les députés qui vont pouvoir faire des lois pour faire améliorer des choses, c'est-à-dire un SMIC un peu plus haut, des choses comme ça. Et de l'autre côté, nous les paysans, notre responsabilité, c'est de réfléchir en collectif. Et dans le département du Rhône, moi je ne suis pas de là-bas, mais j'ai visité des gens qui transforment des fruits. Et eux, ils ont choisi d'employer des gens à plein temps. Et ils transforment des fruits. Ensuite, ils mettent en carton. Ensuite, ils vont tailler. Ensuite, ils passent l'hiver, ils expédient. Ensuite, ils reviennent, ils retaillent. Ensuite, ils récoltent. Et puis, s'il y a besoin de machin pour aller faire des cartons, il va faire des cartons. Puis, s'il faut aller dépanner bidule, il va dépanner bidule. Et en fait, on est sur la polyvalence. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans une société de polyvalence. Et moi, demain, si je trouve quelqu'un pour me remplacer sur ma ferme pour traire, s'il traite, mais que l'autre moitié du temps, il distribue des plis à la poste, c'est pas grave. Enfin, en fait, il faut qu'on sorte juste de monométier. Par contre, nous, paysans, notre rôle, c'est pas d'être des super warriors sur notre ferme. C'est que le mec qui vient, ou la fille qui vient nous remplacer, ça soit facile en 2 heures de nous remplacer et de lui expliquer. Et ça, c'est un lourd travail qui repose sur nous. Et ce que moi j'attends, par exemple, d'une discussion politique aussi, c'est pas d'exiger de l'État quelque chose. C'est aussi nous, en autogestion, comment on répond à nos questions, à nos problèmes. Parce que de toute façon, si on attend tout de l'État, on n'aura aucune réponse. C'est moi qui ai le micro. Merci pour toutes ces questions. Sur la ruralité, je rebondis sur les salariés. Et en fait, ça me fait penser que quand même, je ne sais pas si vous avez vu, mais au début de l'été, ils ont fait passer un décret pour supprimer les jours de repos des... Alors au début, on pensait que c'était que les vendangeurs. Mais en fait, quand on regarde le décret, c'est les salariés agricoles qui travaillent sur des fermes où il y a des produits AOP ou ce genre de choses. Et donc en fait, ça touche aussi, par exemple, les salariés qui travaillent dans l'échalote en Bretagne, parce qu'il y a une appellation sur les échalotes. Bon bref, voilà, donc ils ont fait passer ça. Mais bon, c'est de la gestion courante. Sur la ruralité. Ouais, en fait, on a un
un chantier qui est ouvert, qu'on a commencé depuis 2 ans, notamment avec pas mal de collègues, nous, à l'Assemblée. On a fait un groupe où on a sorti un contre-plan ruralité, donc, qui était en écho au plan ruralité d'Elisabeth Borne, qui était complètement creux. Après, on peut faire l'analyse aussi là, des élections législatives où on a perdu beaucoup de collègues qui ont perdu. Et quand on regarde, c'est beaucoup des collègues qui étaient en ruralité. En fait, ça veut qu'on perdu face au RN. On voit bien que le RN est très implanté en milieu rural. Mais en fait, c'est aussi à nous de voir comment ça se fait que le RN est aussi fort. Et si vous regardez moi pendant la campagne, je suis allée dans une fête de village. J'ai dit je vais y aller. Je savais que c'était vraiment le RN. Il y avait une personne sur 2 qui votait RN, quoi. Et je suis allée et en fait, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut aller dans les fêtes de village parce que là, moi, j'ai rencontré des gars du bâtiment qui m'ont dit mais moi, je vote RN depuis que j'ai 18 ans et tout. Mais on a pu quand même discuter, même si à un moment donné, ils étaient quand même fortement imbibés. Mais je pense que vraiment, c'est aussi notre rôle de faire ça, nous, à la France Insoumise, d'aller dans les fêtes locales, de s'investir dans les comités des fêtes de son village, parce que c'est aussi là qu'on rencontre les gens, qu'on va rencontrer aussi les agriculteurs, qui sont, parce qu'il faut pas croire, mais nous, je prends l'exemple en Bretagne, l'organisation agricole de la Bretagne, elle s'est aussi faite parce que les agriculteurs étaient dans les conseils municipaux et ont grimpé, se sont retrouvés élus ici et là et donc ont aussi tissé, organisé l'agriculture comme ils avaient envie de le faire parce qu'ils se sont aussi investis politiquement, quoi. Je sais plus, il y avait d'autres questions, mais sur les loyers, tout ça, oui, faut qu'on bloque les loyers à la baisse. Et sur cette fameuse cogestion bien connue depuis des années, évidemment que là c'est un gros chantier qui est face à nous. En fait, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même il y a une différence entre à la fois ceux qui sont les têtes de réseau à Paris et tout ça et mais peut-être Jean-Philippe tu pourrais en parler mieux que moi, mais dans le syndicalisme, moi j'ai l'impression que les agriculteurs qui votent FNSEA plus par héritage, par héritage familial, parce que ça a toujours été comme ça, que par intérêt, ou de dire, c'est plus par tradition, quoi. Mais ça, peut-être que tu peux développer. Oui, sur la FNSEA, effectivement, Arnaud Rousseau, c'est une caricature, hein, mais oui, certes, mais je crois qu'il faut prendre en compte la diversité locale de ce que sont les fédés, comme ils disent, hein, les FDSEA. Ce sont aussi des lieux où parfois ont milité leurs parents. Moi, j'ai regardé récemment la liste des présidents de FDSEA de toute la France quasiment, hein, en 2023. Et j'ai trouvé des noms c'était les fils de gens qui avaient déjà eu des responsabilités dans les années 60. Donc, ça veut dire... et puis par des gens que je connais, c'est souvent aussi quelqu'un de la famille, quoi, qui a été à la FDSEA. Donc il faut pas... il faut prendre en compte cet aspect. Ça peut être un voisin, ça peut être un copain, ça peut être... Hein, il y a tout un réseau d'interconnaissances. Et donc, effectivement, Arnaud Rousseau, à la limite, c'est intéressant pour ceux qui se reconnaissent dans la gauche paysanne, parce que c'est une caricature. Il faut l'utiliser pour montrer ce clivage. Mais les FDSEA, c'est peut-être plus que cela. C'est pas seulement de la contrainte et de la répression, c'est aussi des liens d'interconnaissance, je pense. Pour juste apporter un petit éclairage là-dessus, moi j'ai beaucoup de voisins qui sont adhérents à la FNSEA, parce qu'il faut savoir que la FNSEA, c'est aussi un syndicat de service. Ils ont un service social qui fait les fiches de paye, ils ont un service urbanisme qui fait les permis de construire. Ils ont vraiment développé aussi quelque chose de très global pour les paysans. Et ça, par exemple, à la conf, on ne l'a pas globalement. Et voilà, donc c'est effectivement pas qu'un syndicat d'adhésion
politique, c'est un syndicat d'héritage politique et un syndicat de service. C'est important. Moi, petit mot sur la question de la ruralité. Moi, je suis urbain d'origine, j'ai grandi à Rennes. J'ai une famille qui est de culture tout à fait urbaine et j'ai découvert la ruralité et le monde rural du coup en devenant paysan. Et il y a un mot, il y a un concept que j'ai jamais entendu et qui à un moment donné est venu dans nos discussions. En fait, c'est l'idée de système ruralophobe. La ruralophobie, c'est un truc qui est pas sorti là dans notre grille, dans notre logiciel de gauche sur les systèmes d'oppression. Moi, en devenant rural, j'ai eu vraiment le sentiment de devenir victime d'un système qui a oppressé les habitants des territoires ruraux. Par exemple, j'ai découvert la sémantique ruralophobe. On m'a dit « Ah, bouseux » en rigolant, mais en fait, c'est extrêmement différent. On m'a dit « Ah, cutéreux », « Ah, on m'a dit « plouc », on m'a dit « T'habites dans le trou du cul du monde ». Et je me suis dit « Mais comment on en arrive à une sémantique aussi violente, mais acquise et rigolote, comme on a pu parler quand on a pu parler des femmes, comme on a pu parler des minorités de genre, des minorités sexuelles. Et en fait, moi j'ai le sentiment, effectivement, pour l'instant à gauche, on n'a pas mis le doigt totalement sur ce système oppressif. Voilà. Et alors, il y a des choses qu'il faut qu'on prenne conscience. J'ai pas la statistique exacte. L'argent public qui est dépensé pour une personne qui habite en milieu rural est incroyablement inférieur à l'argent public qui est dépensé pour quelqu'un qui habite en ville. Voilà. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai découvert un territoire qui est sinistré. Il n'y a pas de proposition culturelle. Il n'y a plus de transport. Nous, le bus, il s'arrêtait dans le bourg jusqu'à il y a 6 mois. Il s'arrête maintenant à 6 km du bourg. Donc les jeunes du bourg, chez nous, pour aller à Vannes, qui est la ville à côté, ils doivent faire 6 km à pied le long du départemental où leurs parents doivent les emmener. Voilà. En fait, on a globalement une ruralité qui s'est complètement vidée et qui subit le rayonnement des villes. Moi, j'ai bien connu la baronnie du PS à Rennes parce que mon père en faisait partie. Et en fait, les élus locaux à Rennes, ils ont un seul mot à la bouche, c'est le rayonnement. Rayonnement de la ville, rayonnement de la métropole. Et en fait, jamais j'ai perçu qu'ils comprenaient qu'en fait, ce rayonnement, il se faisait forcément au détriment des territoires périphériques et où en fait les métropoles, elles existent comme des métastases en fait d'activité. Et en fait, plus finalement on est proche d'une ville, moins on arrive à recréer de vie voilà. Et ça, je pense que dans nos projets de gauche, on va pas pouvoir parler que de l'agriculture sur la question de la ruralité. Il va falloir qu'on parle vraiment dans la globalité des conditions de vie dans la ruralité, la considération pour la culture rurale. Arrêter de dire que c'est des cultures de plouc, arrêter de réussir à sortir ça de nos habitudes. Et puis effectivement, de repenser globalement l'attractivité de l'idée de vivre dans le monde rural. Eh ben, merci d'avoir tenu 20 minutes de plus. Et puis à bientôt pour bosser sur les questions. Alors juste à la France Insoumise, il y a un groupe, vous savez, il y a des livrets thématiques et il y a un livret agriculture, il y a un groupe de travail agriculture. Donc on va essayer de le relancer parce qu'aujourd'hui il n'est pas très très actif. Donc on essayera de le relancer. Donc si ça vous intéresse de le rejoindre, n'hésitez pas. Et puis bons amphis à vous toutes et tous.